Bonjour à tous, vous écoutez le podcast « Mon cancer, ma fille et moi ». Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie. Je vous explique également ce que j'ai mis en place pour aider ma fille à mieux vivre mon cancer. Moi, je m'appelle Charlotte, je suis sa fille et je vous raconte ce que je sais sur le cancer de ma maman. Vous êtes prêts à nous écouter parler de chimiothérapie? Vous êtes sûrs? C'est parti! L'épisode d'aujourd'hui va être un peu particulier. Je vais vous emmener avec moi pour vous décrire une journée de chimiothérapie. Déjà, une séance de chimio, ça se prépare la veille. Mon jour de chimio, c'était le mardi. En général, c'est toujours le même jour. C'est pratique pour s'en souvenir. La veille, lundi donc, la journée commence toujours par une prise de sang. Il faut vérifier que l'organisme peut recevoir une chimio de plus. L'infirmière vient à mon domicile, le matin, tôt en général, vers 7 heures du matin. C'est en fonction de leur tournée. Moi, ça m'arrange, car je n'aime pas atteindre mes résultats. Et plus le prélèvement est fait tard, plus les résultats arrivent tard. C'est logique. Et comme je le disais aux infirmières, je n'ai aucune contrainte horaire. Je peux aisément me rendormir après leur passage. Alors le fait que ce soit tôt ne me dérange pas du tout. Je peux m'adapter à elles. L'infirmière arrive donc, elle me fait la prise de sang et remplit les documents. Je garde toujours une copie des ordonnances et les étiquettes que je reçois du laboratoire. Comme ça, elles peuvent directement les coller sur les tubes des prélèvements. Elle me pique dans le bras droit, à l'opposé de mon cancer. De toute façon, maintenant, on ne fait plus rien avec mon bras gauche, car les ganglions sont touchés. Donc toutes les prises de sang, les prises de tension, se feront, pour le reste de ma vie, sur le bras droit. C'est assez rapide, l'infirmière repart. Si Charlotte est réveillée, je déjeune et je reste avec elle jusqu'à ce qu'elle parte à l'école. Après, en fonction de mon état, je me recouche carrément ou je me repose. Avant, j'étais très active le matin. Je ne suis pas du soir, comme on dit. Mais avec les chimios, j'ai l'impression que les matins n'ont pas existé pendant 6 mois. Remarque, les soirs non plus. La journée se passe donc tranquillement, sans rien de particulier, jusqu'à ce que je reçoive un SMS m'informant que mes résultats d'analyse sont disponibles. Ils sont également envoyés à mon oncologue. Je les regarde toujours. J'ai même un tableau Excel dans lequel j'inscris les valeurs pour suivre leur évolution. Si quelque chose m'interpelle, je le note pour poser la question à mon oncologue le lendemain. J'essaie de ne pas être trop préoccupée par les chiffres quand même. Mais je fais tellement de sacrifices pour ça. Je me suis auto-confinée pour les chimios. Je ne fais plus de câlins à ma fille. Chaque personne qui rentre chez moi met du gel hydroalcoolique, un masque, des surchaussures. Sans parler du protocole qu'on a mis en place à la maison pour Charlotte et Sébastien. Je ne peux pas vous parler de mes chimios sans vous parler de ça. Bon, on habite dans un quartier résidentiel, on ne fait rien à pied. On a besoin de la voiture pour tout. Quand on rentre chez nous, c'est forcément en voiture. On passe donc par le garage, puis par le cellier qui fait le lien entre le garage et notre espace de vie. En temps normal, notre panière à linge a toujours été dans la salle de bain. Quand j'ai commencé mes chimios, on a passé la panière à linge dans le cellier, où se trouve également le lave-linge. Et chaque fois que Sébastien ou Charlotte rentraient de l'extérieur, ils se déshabillaient totalement dans le cellier, laissaient leur linge dans les panières et allaient directement se doucher. Alors oui, ils traversaient donc la maison, nus, sans vêtements. Mais nous étions seuls, je vous rassure. Ça peut faire sourire, mais concrètement, ils ont fait ça pendant 6 mois. Chaque jour, voire plusieurs fois par jour. Au début, le mercredi, avec les activités de Charlotte, il est déjà arrivé que Seb se douche 4 fois dans la journée. On a vite compris que c'était plus rentable qu'il regroupe les sorties pour ne se doucher qu'une seule fois. Nous faisions également toilettes séparées. On a un WC au rez-de-chaussée et un à l'étage. Je ne me souviens plus exactement où j'avais eu cette information, mais je me souviens qu'il était recommandé de nettoyer les toilettes après chaque passage, car une partie des produits des chimios sont évacués dans les urines. D'ailleurs, l'épirubicine, un des produits, colore les urines en rouge vif. C'est assez drôle. Alors, autant je voulais éviter d'être en contact avec les virus que pouvaient ramener Charlotte et Sébastien, autant je ne voulais pas non plus qu'ils soient, eux, en contact, d'une quelconque manière, avec les produits de mes chimios. On a donc fait toilettes séparées pendant 6 mois. Eux à l'étage, moi au rez-de-chaussée. Quand j'y repense, cela me paraît exagéré, voire un peu dingue même. Alors je n'ai rien attrapé pendant mes chimios, j'avais même de bonnes analyses pour quelqu'un en chimio d'après mon oncologue. Est-ce que c'est tout ce qu'on a mis en place qui a aidé ?
Est-ce que j'aurais eu les mêmes résultats sans ces mesures strictes ? Ça, je ne le saurais jamais. C'était aussi un moyen pour moi de maîtriser quelque chose, aussi insignifiant que ce soit, et pour Sébastien et Charlotte, c'était un moyen de participer à mon traitement. Bien évidemment, ce n'est pas nécessaire de faire participer son entourage. Mais pour avoir été de l'autre côté avec ma mère, c'est tout aussi difficile de se sentir inutile, de ne pouvoir rien faire. Et puis ça donne une excuse pour se plaindre aussi. Même si, ni ma fille, ni mon mari ne s'en sont pas souvent vraiment plaints. C'est arrivé quelquefois qu'ils disent « Ouh, ça me saoule de devoir me doucher encore !» Ou bien « J'en ai marre de devoir traverser la cuisine toute nue comme ça !» C'est plus simple de dire ces phrases-là que de dire « J'en ai marre de ton cancer !» Mais franchement, encore une fois, c'était plutôt un jeu, surtout au début, que quelque chose de très contraignant. Alors tous ces protocoles qu'on a mis en place en famille, je ne sais pas s'ils ont eu un impact sur ma santé, mais ils ont eu le mérite de nous aider tous les trois. Donc, la veille de ma chimio, dès que je reçois mes résultats d'analyse, je prépare mon sac avec mon dossier médical. Au début, je prenais aussi une console et un livre. Je me suis vite rendu compte que ça ne servait à rien. Je n'arrivais au final ni à lire, ni à jouer pendant la séance. Par contre, je bois et je mange. Alors, je prépare dans mon sac des gâteaux, du chocolat, et une bouteille d'eau dans laquelle Seb me fait infuser des tranches de citron. C'est un conseil de ma naturopathe. Et quel conseil! J'ai tourné à l'eau citronnée pendant toutes mes chimios. Un autre de ses conseils était de mettre mon système digestif au repos, 24 heures avant mes chimios. Pas de jeûner, mais d'éviter de faire des repas trop lourds, et d'essayer de ne pas manger trop d'aliments différents. Je ne saurais pas vraiment comment vous l'expliquer. Comme je vous l'ai dit, ça s'inscrit dans une démarche d'alimentation globale que nous avons revue ensemble. Quoi qu'il en soit, moi j'ai choisi comme aliment de base la pomme de terre. Tous les lundis donc, je mange des pommes de terre, matin, midi, au goûter et le soir. Oui, parce que je continue de goûter même à 37 ans. Et honnêtement, ça ne m'a posé aucun problème. J'ai fait ça pendant 6 mois. Jamais je n'ai été écœurée et jamais je n'ai été frustrée de vouloir manger autre chose. Par contre, mes chimios me donnent faim. Très faim. Alors je mets plein de trucs à manger dans mon sac. Certaines séances, j'ai l'impression de manger non-stop. Je suis consciente que c'est assez rare. Une fois, une petite mamie a demandé à l'infirmière ce qu'il mettait dans ma perf. Elle voulait la même chose parce que elle n'avait jamais faim. Comme quoi, nous réagissons vraiment tous de manière différente. Après avoir fait mon sac, je prépare ma tenue. Toujours la même. J'ai largement le temps de la laver d'une semaine sur l'autre. Et surtout, je pourrais la jeter à la fin de mes chimios sans aucun scrupule. Depuis toujours, les vêtements me rappellent souvent des événements de ma vie. J'ai porté tel t-shirt pour une réunion qui s'est bien passée, ou telle robe pour un déjeuner avec tel ami. Je ne veux pas que des vêtements me rappellent des souvenirs de chimio plus tard. Alors, dès le départ, j'ai dédié une tenue à mes jours de chimio. Un jean, un débardeur dont les bretelles sont assez fines pour laisser un accès libre à ma chambre implantable, et un sweat zippé, par-dessus le débardeur, pour pas avoir froid, et que je puisse le laisser ouvert pour faire passer les perfs. Pas de pull. Avec le pack, ce n'est pas très pratique, je trouve. Lundi, donc, je prépare tout, je mange mes pommes de terre et je me repose au maximum. J'ai remarqué que si j'arrive ne serait-ce qu'un peu plus fatiguée que d'habitude, les chimios sont tout de suite plus rudes. Mardi matin. Ça passe très vite. Je me réveille, je petit déjeune, toujours avec des pommes de terre. On dépose Charlotte à l'école et on prend la route pour la clinique. Nous avons à peu près 1 heure de route. Pendant le trajet, je mets mon patch sur mon porte-à-4. La première fois, je n'ai pas réussi à le faire seule. Il a fallu qu'une infirmière me le pose à mon arrivée au service de chimio. Mais rapidement, j'ai pris le coup de main. Maintenant, je peux le poser quasiment les yeux fermés en voiture. L'intérêt de ce patch, c'est d'anesthésier la zone du pack pour que ça ne fasse pas mal quand ils viendront brancher les perfusions. Il faut donc le mettre avant pour qu'il ait le temps de faire effet. Je n'ai jamais pris de VSL ni autre transport. Sébastien m'a toujours accompagné, à chacun de mes rendez-vous et à chacune de mes chimios. Avec les directives Covid, il ne peut pas par contre m'accompagner dans le service de chimio. Parfois, il va faire quelques courses, mais en général, il prend son ordinateur et il travaille sur le parking, dans la voiture. Il y a une cafétéria à la clinique,
Je lui ai conseillé 1000 fois d'aller dans un centre commercial ou autre. Mais non, il ne peut pas être dans la même pièce que moi, mais il tient à rester tout proche. Il en a passé des heures sur ce parking, si vous saviez, des journées entières même. Quand j'arrive à la clinique, je vais au bâtiment d'oncologie. Là, déjà, quand je passe ces portes automatiques, je ne ressens aucune angoisse. Au contraire, je suis même rassurée. Parce que je suis entourée de gens qui vivent la même chose que moi, de personnel médical qui sont formés pour ça. Je n'ai pas à prendre sur moi, à faire attention de ne pas choquer ou autre. Et pourtant, je trouve que j'assume plutôt bien mon physique et ma maladie. Mais c'est quand je passe ces portes que je réalise qu'en dehors, je suis toujours un peu dans la retenue. D'ailleurs, dès que je rentre dans le bâtiment, mon premier réflexe est d'enlever mon bonnet ou ma casquette. Ici, on est tous pareils, enfin quasiment. Bon, sauf l'hiver, quand il fait froid, on a tendance à l'oublier, mais les cheveux ça protège du froid, ça tient chaud. Alors quand on est chauve, on a vite froid à la tête entre deux bouffées de chaleur. Je rentre donc dans le bâtiment, j'enlève mon bonnet, et là j'ai deux options. Si j'ai rendez-vous avec mon oncologue, avant d'aller en chimio, je me présente à l'accueil général. Je suis reçue par une secrétaire qui me demande si j'ai des examens pour le médecin. Elle vérifie qu'ils ont bien reçu les résultats du laboratoire en direct. Si j'ai passé d'autres examens entre-temps, j'envoie toujours les comptes rendus par mail avant. Ça me permet de ne rien avoir à sortir le jour même. Je vais ensuite dans la salle d'attente devant le bureau de mon oncologue. Quand c'est mon tour, il m'appelle et je rentre dans son bureau. On discute de mes analyses, de mon état de santé, des effets secondaires, du suivi. C'est à ce moment-là que je pose mes questions. Mon oncologue est tellement patient. Il n'a jamais trouvé aucune de mes questions ridicules. Pourtant, il devait bien y en avoir. Il n'a jamais minimisé ce que je lui disais. Il a toujours été à mon écoute. D'une extrême bienveillance, vraiment. Pas loquace en soi, il faut le reconnaître, mais c'est pas un problème. C'est pas ce que je recherche. J'ai besoin d'être rassurée, et ce qui me rassure, ce sont les faits, les données, les chiffres. Je crois qu'il aime bien les chiffres lui aussi. Du moins, mon tableau le faisait sourire quelquefois. C'est à l'issue de ce rendez-vous qu'il valide si je suis en état de recevoir la chimiothérapie. J'ai de la chance, ça a toujours été le cas. Si je ne dois pas voir mon oncologue, je ne passe pas par l'accueil général, je vais directement au service de chimiothérapie ambulatoire. Je suis, comme on dit, en direct. Dans ce cas, mon oncologue a validé la veille ou le matin même ma chimiothérapie après avoir consulté mes résultats. J'arrive à présent à l'accueil du service de chimio. Là, je suis reçue par la secrétaire qui prend mes informations. En général, c'est juste mon prénom et ma date de naissance et ma carte vitale. La première fois, cela a été un peu plus long. Il a fallu donner d'autres informations, comme le certificat de vaccination du Covid, l'adresse de la pharmacie habituelle où je me fournis, les coordonnées de la personne à contacter. La secrétaire me demande également si je préfère un box, c'est-à-dire une petite pièce dans laquelle on est tout seul, ou un salon avec d'autres personnes. Les salons sont de plus grandes pièces, avec plusieurs fauteuils de chimio. C'est souvent ce qu'on voit dans les films. Une dizaine de places environ, mais ça varie d'un salon à l'autre. Perso, je préfère les salons. J'aime bien le contact avec les gens. Et puis je n'arrive pas à lire, ni à regarder de films, ni à jouer à la console. En salon, je peux observer les autres patients, suivre les allées et venues de l'infirmière. Souvent, on échange quelques mots entre patients. En plus, je suis souvent la plus jeune. En fait, j'ai toujours été la plus jeune. Mais une fois, il y a une jeune femme qui avait juste 2 ans de plus que moi. La grande majorité des personnes sont des personnes âgées, de l'âge de mes grands-parents. Ils sont souvent très gentils, particulièrement avec moi, je le sens bien. Eux me reconnaissent d'ailleurs, mais moi, pas du tout. Déjà, de base, je ne suis pas physionomiste. Les chimios n'ont rien arrangé à mon cas. En plus, pour moi, c'était tous des papis et des mamies, avec toute l'affection que je peux mettre dans ces termes, vraiment. Je me souviens de plusieurs anecdotes. Une fois, je remarque qu'une mamie à côté me regarde avec insistance, et surtout avec les larmes aux yeux. Je lui adresse un sourire chaleureux pour essayer de la réconforter, même si je ne sais pas exactement de quoi. Elle me dit « J'ai entendu votre date de naissance. Vous avez l'âge de ma petite fille. » Je ne sais pas vraiment quoi répondre. Je comprends ce qu'elle projette sur moi. Alors je lui dis que ça ne m'étonne pas, car elle doit sûrement avoir l'âge de ma grand-mère, qui était de 1934. Elle me répond
Quand je vous regarde, je me dis que moi, je n'ai pas le droit de me plaindre. Je lui dis que s'il y a bien un moment et un endroit pour se plaindre, c'est bien ici. Mais que moi, à l'inverse, la voir elle, ça me donne du courage. Parce que si une personne plus âgée que moi peut encaisser de tels traitements, alors je vais y arriver aussi. Et nous avons échangé quelques phrases, régulièrement dans la journée. Je me souviens d'une autre fois, je terminais ma chimio en même temps qu'un papy, assez jovial. L'infirmière nous dit qu'elle arrive, qu'elle va le libérer lui, et qu'ensuite elle me débranchera moi. Il lui a répondu direct. « Oh non, allez débrancher la petite d'abord. Elle a sa fille qui va sortir de l'école. Moi, je n'ai personne qui m'attend à la maison, je peux rester 5 minutes de plus avec vous. » C'est pour ce genre d'échange que j'apprécie les salons. Alors oui, de temps en temps, vous allez tomber sur quelqu'un de pénible, mais c'est rare. Et puis quand c'est le cas, c'est plus compliqué pour le personnel que pour moi. Pour ma part, c'est comme si j'étais devant une pièce de théâtre. J'observe les râleurs, ça me divertit et me donne matière à échanger avec mes voisins. Si je reviens sur ma chronologie, je suis entrée au bâtiment d'oncologie, je me suis présentée au secrétariat du service de chimiothérapie ambulatoire et la secrétaire m'a conduite à mon fauteuil dans un salon. Là, je rencontre l'infirmière en charge du secteur qui s'occupera de moi pour la journée. Elle se présente, mais rapidement on finit par les reconnaître. Elle prend mes constantes, température, tension, pouls, douleur, problèmes particuliers. Elle me redemande mon nom et ma date de naissance. Alors par contre, en chimio, il ne faut pas avoir de perte de mémoire. L'infirmière vous demande votre nom et votre date de naissance dès que vous arrivez et chaque fois qu'elle vous branche un produit. Car les produits sont fabriqués spécifiquement et dosés sur mesure pour vous. Après avoir pris les constantes, l'infirmière retire le patch que j'avais posé dans la voiture sur mon porte-à-4 et elle vient brancher une perf. Ça ne fait pas mal du tout. Elle vérifie également qu'il y a un retour, pour reprendre leur expression. C'est-à-dire qu'elle vérifie s'il y a un retour de sang, ça signifie que le cathéter est bien libre, vide et que ça circule. S'il n'y a pas de retour, il faut vérifier sous échographie si le pack n'est pas bouché. Cela ne m'est jamais arrivé. Les fois où le retour tardait à arriver, on m'a conseillé de bouger un peu, de marcher, de lever les bras. Et c'est bon, il y avait un retour. Je le sentais. Je ne saurais expliquer le mécanisme, mais je sentais un goût étrange dans la gorge et je sentais le liquide passer. Encore une fois, ce n'est pas vraiment douloureux. On est juste dans le registre de la sensation. Par contre, le goût. Quand l'infirmière vérifie le retour, j'ai ma bouteille d'eau citronnée, j'en bois une gorgée et ça passe. C'est bon. Maintenant, je suis branchée, comme on dit. L'infirmière maintient le dispositif avec un gros pansement. À partir de maintenant, si je dois me déplacer, pour aller aux toilettes par exemple, ce sera toujours avec mon pied à perf. Avant de me passer les produits de chimio à proprement parler, l'infirmière me branche des perfusions de prémédication. Ça va dépendre de vos traitements et de vos effets secondaires, mais c'est souvent dans le même registre. Moi, j'ai un produit contre les nausées, un anti-allergique et un corticoïde. On nous passe également des poches d'hydratation. C'est assez rapide, ça dure 20 minutes environ. Maintenant que les prémédications sont passées, l'infirmière me branche les produits de chimiothérapie. Là, ça dépend de votre protocole. Pour ma part, j'ai commencé avec 3 EC, c'est-à-dire 2 produits reçus lors de la même séance, mais l'un après l'autre. L'épirubicine, c'est le produit rouge qui passe en peu de temps, 20 minutes je dirais. Et la cyclophosphamide, c'est un peu plus long, mais je ne suis pas une référence dans les horaires. Avec moi, ils ont tous été rallongés. Je vous expliquerai plus tard. Après mes 3 cures de C, j'ai enchaîné avec 12 Taxol. Du paclitaxel précisément. Là, on ne me passait que ce produit, en plus des prémédications bien sûr. Chaque fois que l'infirmière me branche un produit, elle me demande de répéter mon nom et ma date de naissance. Je vous l'ai dit, ce n'est vraiment pas un service où vous pouvez oublier votre âge. Et elle marque également sur ma poche l'heure du début de la perf. Ça permet, lors des changements d'équipe, que les infirmières puissent savoir exactement où nous en sommes. Ça leur permet également d'ajuster la vitesse du goutte à goutte, pour que le débit reste constant. D'ailleurs, quand l'infirmière nous branche le dernier produit, elle est capable de nous donner l'heure où on aura fini. C'est assez précis, elle se trompe rarement. Ça permet de prévenir la personne qui doit venir nous chercher, que ce soit un taxi ou un proche. Pendant que les perfusions passent, je reste assise dans mon fauteuil. Ils sont très confortables. On peut allonger les pieds, reculer le dossier.
Il m'a fallu un peu de temps au début pour y arriver, mais maintenant je maîtrise. Je suis un peu sur mon téléphone, je discute un peu avec mes voisins, je regarde les gens autour de moi. Parfois je dors, surtout avec le Taxol. Mais je passe surtout beaucoup de temps, les yeux fermés, à visualiser mon corps, mon cancer, les traitements. Au début, je regarde les produits dans la poche. Je suis leur trajet jusqu'au goutte à goutte, puis dans le tuyau qui amène le produit jusqu'à ma chambre implantable. Et là, je ferme les yeux. Intérieurement, j'encourage Lumière, mon porte-à-quatre. Je lui dis « Allez, c'est ton jour aujourd'hui, hein. J'espère que tu t'es bien reposé ces derniers jours. J'ai besoin de toi. Là, maintenant. J'ai besoin que tu fasses rentrer ces produits dans mon corps pour qu'ils me soignent et que tout se passe bien. » Je visualise ensuite le trajet pour passer dans la jugulaire. Je le sens dans mon cou. Quelque chose se passe. Maintenant, j'imagine que le liquide arrive dans mon cœur. Et là, boum! Je sens les battements de mon cœur. Et à chaque battement, le liquide est expulsé fort et loin, partout dans mon corps. J'imagine que le liquide est rempli de petits soldats, qu'ils ont pour but d'aller tuer l'ennemi, le cancer, où qu'il soit. Chaque goutte qui tombe dans le goutte à goutte est la naissance d'un nouveau petit soldat. Alors j'imagine tous ces petits soldats, leur épée à la main, en train de tambouriner sur mon ganglion, de l'attaquer de toutes parts. Et puis j'en imagine d'autres qui vont dans mon sein gauche, dans mon sein droit. Et puis, au fur et à mesure de la perf, ils vont de plus en plus loin. Maintenant, je visualise des soldats partout, dans mon cerveau, dans mes doigts, dans mes jambes, dans mes orteils, partout. On m'a expliqué que les chimios tuaient les cellules cancéreuses, mais s'attaquaient aussi aux bonnes cellules, à celles qui se reproduisent vite. C'est pour ça qu'on perd les cheveux et les défenses immunitaires, par exemple. C'est le revers de la médaille. Bon, personne n'est parfait après tout. J'encourage mes petits soldats. Ok, vous allez vous tromper parfois et ne pas tuer les bonnes cellules. Je suis prête à l'encaisser. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Mais s'il vous plaît, ce que je vous demande en priorité, c'est de ne pas passer à côté d'une cellule cancéreuse. Allez partout. Traquez la moindre cellule cancéreuse, où qu'elle soit. Si certaines sont cachées, allez les débusquer. Moi, je ferai au mieux pour refabriquer les bonnes cellules, c'est pas grave. Mais aidez-moi pour le ganglion et les autres cellules cancéreuses. Je vous fais confiance. Je me reposerai. Je ne solliciterai pas trop, ni mon corps, ni mon esprit. C'est votre travail à vous, mes petits soldats, qui est prioritaire. On fait équipe. Vraiment, je compte sur vous. Ce dialogue intérieur dure longtemps. Ça peut paraître dingue. Mais le temps passe vite. Souvent même, c'est l'infirmière qui m'interrompt pour m'annoncer que c'est fini. Enfin presque. La poche du produit de chimio est vide, mais il faut rincer à présent. Elle me branche donc une dernière poche de solution dont le but est simplement de rincer la chambre implantable et le cathéter intérieur. Pour que rien ne stagne. C'est rapide, ça dure une 20aine de minutes. Maintenant que le rinçage est fini, l'infirmière me débranche la chambre implantable. C'est comme quand on vous enlève une aiguille après une prise de sang. C'est très rapide. Vous sentez quelque chose, oui, mais ça ne fait pas vraiment mal. Elle me met un pansement et me donne la feuille avec mon prochain horaire. Et c'est bon, je peux partir. Je passe aux toilettes en prévision de l'heure de route qui m'attend. Je me dirige vers la sortie de la clinique, où Sébastien m'attend dans la voiture. Je marche lentement, très lentement. Commence maintenant la phase d'après-chimio. Et c'est de ça dont je vous parlerai dans le prochain épisode. Des effets secondaires avec mes chimios 2C. D'ici là, si vous avez des questions sur les chimiothérapies, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir et j'en ferai une compilation pour l'épisode final de la saison. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et j'espère que cet épisode vous a été utile. Pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également y laisser un avis pour nous faire part de votre soutien et nous suivre sur Instagram pour du contenu supplémentaire. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire, n'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui en ont besoin. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Merci mesdames et messieurs de nous avoir écoutés. Bonne journée!